Le fils de Priscilla Presley est maintenant impliqué dans sa bataille judiciaire avec deux ex-partenaires commerciaux. Navarone Garcia vient d'être poursuivi en justice pour ne pas avoir payé le travail qu'ils auraient effectué pour lui. Et ils affirment qu'il a compromis leurs accords avec Priscilla. Il y a d'autres allégations que nous devons analyser tout de suite. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Nous avons suivi en continu cette bataille juridique en cours concernant Priscilla Presley, poursuivie par deux anciens associés. Et maintenant, ces mêmes personnes viennent de poursuivre son fils, Navarone Garcia. Maintenant, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous donner le contexte de ce dont nous parlons ici. Donc Brigitte Cruz, Kevin Fialco, les plaignants ici, les personnes qui intentent le procès, sont apparemment des entrepreneurs dans le monde des souvenirs d'Elvis, et ils affirment avoir aidé Priscilla Presley, encore une fois, l'ex-femme d'Elvis, à gérer et à tirer profit de son nom, de son image, de sa ressemblance. Ça s'appelle NIL, mais ils affirment qu'ils ont finalement été dupés, qu'ils ont été trompés et exclus de futures opportunités commerciales à cause de Priscilla. Ils l'accusent de fraude. Ils l'accusent de rupture de contrat, d'ingérence intentionnelle et de détournement, réclamant plus de 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Maintenant, le cœur du procès est que Priscilla aurait prétendument mal représenté ses droits d'utiliser le nom et la marque Presley. Et elle leur aurait dit qu'elle possédait, vous savez, tous les droits sur son nom, son image et sa ressemblance. Alors qu'en réalité, ils affirment qu'elle avait déjà cédé ses droits, qu'elle les avait vendus. Et en conséquence, ils affirment, ils soutiennent, qu'ils ont investi beaucoup de temps et d'argent sur la base de faux prétextes. Et dans une plainte modifiée, et nous en avons déjà beaucoup parlé ici dans la rubrique, ils qualifient Priscilla de sociopathe calculatrice, de maître de la tromperie, de vipère venimeuse. La plainte allègue qu'elle a un long passé présumé d'exploitation de ses proches pour en tirer profit. Elvis, sa fille Lisa Marie et sa petite-fille Riley Keogh sont mentionnés. Je précise cela car Cruz et Fialco affirment que lors du divorce de Priscilla et Elvis en 1973, Priscilla avait renoncé à tout droit sur la succession. Elle aurait d'abord reçu des paiements en espèces et une pension automobile. Mais ensuite, ils allèguent qu'elle a manipulé Elvis pour obtenir plus d'argent, lui donnant plus tard des millions et des millions. La plainte affirme que Priscilla avait une soif de pouvoir et d'argent insatiable. La plainte allègue qu'elle a mis une hypothèque de 494 000 dollars sur Graceland quelques mois seulement avant la mort d'Elvis. Et ils affirment, je cite, qu'elle a exercé une pression indue sur Elvis, le poussant jusqu'à sa mort. Oui. C'est l'accusation. Oh, et au fait, en ce qui concerne Lisa Marie Presley, le procès, c'est aussi assez solide. Ils disent qu'elle a joué un rôle dans la mort de sa propre fille. Que Lisa Marie, dans ses derniers jours, affirme qu'au Golden Globe 2023, Lisa s'était confiée à Priscilla au sujet de graves problèmes de santé. Ils disent que Priscilla a ignoré cela. Quelques jours plus tard, Lisa Marie est morte. L'allégation étant que Priscilla a débranché sa propre fille. La plainte accuse Priscilla d'avoir tenté de prendre le contrôle à l'hôpital, de contrôler le récit autour de la mort de sa fille, et aurait déclaré ensuite « Je suis la reine. Je suis responsable de Graceland ». Maintenant, en ce qui concerne les litiges commerciaux avec Cruz et Fialco, ils allèguent que Priscilla les a fraudés, qu'elle les a trompés en affaires en prétendant à tort qu'elle possédait encore les droits NIL, qu'elle disait une chose mais en faisait une autre, qu'elle aurait retiré de l'argent d'un compte professionnel commun sans autorisation, qu'elle n'a pas révélé qu'elle concluait des accords concernant son nom, son image et sa ressemblance, et qu'elle n'en a pas informé Cruz et Fialco. Ils ont mentionné l'émission de Noël à Graceland sur National Broadcasting Company qu'elle a signé des contrats non autorisés, parlant de rupture de contrat. Et ils allèguent que ces actions ont causé d'importants préjudices financiers, et ils réclament maintenant des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Il faut maintenant évoquer le procès contre son fils, Navarone Garcia, qui vient d'être poursuivi. Voici ce qui est dit. Je vais lire mot à mot. Citation. Après que Priscilla Presley a sollicité Cruz et Fialco pour un investissement afin d'éviter la ruine, ceux-ci ont créé plusieurs entités pour développer la marque Presley. Les plaignants Cruz et Fialco ont investi 7 chiffres dans cette entreprise au profit de Presley, s'occupant de nombreuses tâches pour Presley, notamment en résolvant diverses menaces de poursuites judiciaires, en réglant des litiges en cours et en négociant divers accords
pour Presley, dont le défendeur Garcia, encore une fois son fils, était bien conscient. De plus, les plaignants étaient chargés de s'occuper de nombreux problèmes pour le défendeur Garcia. Les plaignants ont passé des heures à négocier un accord pour Garcia, qui a finalement obtenu une somme à 7 chiffres de la succession de sa demi-sœur, Lisa Marie Presley. De plus, les plaignants ont passé de nombreuses heures à superviser diverses affaires commerciales pour le groupe du défendeur Garcia, Femguns. À ce jour, même si le défendeur Garcia a bénéficié des services des plaignants, il n'a pas indemnisé les plaignants pour la valeur de leurs services. De plus, d'après nos informations, le défendeur Garcia a persuadé Presley de cesser tout contact avec Cruz et Fialco et a régulièrement interféré avec les sociétés exploitant le nom, l'image et la ressemblance de Presley. D'accord, donc avant d'entrer dans les raisons pour lesquelles ils le poursuivent, je voudrais faire revenir ici, en aparté, la conseillère juridique de Law and Crime, notre avocate, Elisabeth Vulage. Elisabeth, c'est un plaisir de te voir. Merci d'avoir pris le temps. Merci de m'avoir invité à nouveau. Pourquoi agir maintenant? Pourquoi le poursuivre? Pourquoi le poursuivre maintenant alors qu'ils ont déjà déposé une plainte modifiée contre Priscilla? Oui, donc je pense qu'il y a deux raisons. Certaines des choses qu'il allègue dans cette plainte contre son fils Navarone Garcia, c'est qu'ils ont accompli certaines tâches pour lui, comme résoudre des différends commerciaux avec son groupe. Ils disent même qu'ils ont aidé à négocier un accord entre lui et sa demi-sœur Lisa Marie lorsqu'elle est décédée concernant la succession. Donc l'une des choses qu'ils affirment, c'est qu'ils n'ont jamais été payés pour ce travail. Et comme tu l'as mentionné, ils allèguent qu'il a interféré avec les obligations contractuelles que Priscilla avait en disant essentiellement à Priscilla qu'elle ne devrait pas faire affaire avec ces personnes. Ils l'allèguent, affirmant qu'il aurait interféré avec son contrat. Je pense qu'ils le poursuivent pour appuyer ces accusations. Ils affirment ne pas avoir été payés et demandent une indemnisation. Et puis aussi, je pense qu'ils essaient peut-être d'ajouter encore d'autres éléments à leur argumentaire général dans le cadre du procès contre Priscilla Presley. C'est pourquoi on trouve des références à ses problèmes avec Elvis dans les années 1970 et avec sa fille. Cela s'ajoute à tout cela. Je dis toujours qu'une plainte contient les accusations et les thèmes. Quels sont les thèmes que les avocats des plaignants essaient de mettre en avant avec la plainte? Et je pense que c'est l'un des thèmes, c'est-à-dire qu'ils essayent de présenter Priscilla Presley comme quelqu'un qui, vous savez, se libère de ses contrats, qui a des relations avantageuses et qui peut-être n'honore pas ses obligations. Et le fait d'impliquer son fils ici, je pense, contribue à renforcer cela à leurs yeux. Je dois dire quelque chose. Mon travail m'épuise constamment. Et en voyage, je viens de rentrer du CrimeCon à Denver. Parfois, vous savez, j'ai le mal du pays. Et quand la vie ou le travail est stressant, que tu te sens épuisé, tu n'as pas juste envie d'aller dans cet endroit sûr, cet endroit réconfortant. Le lit, n'est-ce pas, un sieste-pain. Cozy Earth propose des draps en bambou qui régulent la température, évitant de se réveiller en sueur ou en grelottant. Je serai à l'aise toute la nuit. La couverture Bubble Cuddle est une vraie révolution incroyablement douce. Elle a ce motif texturé en bulle qui est super, que ce soit sur le canapé ou sur le lit. C'est le genre de couverture que tout le monde à la maison va vouloir s'arracher. Et voilà le truc. Une fois que tu auras senti la différence, tu verras pourquoi Cozy Earth se démarque. Ils proposent un essai de 100 nuits. Si tu ne les aimes pas, tu peux les renvoyer. En plus, il y a une garantie de 10 ans car un tel confort devrait durer longtemps, non? Rendez-vous sur cozyearth.com et utilisez le code LONGCRIME pour 40% de réduction. Si vous voyez ce sondage après achat, dites que vous avez découvert Cozy Earth ici. Parce que votre lit, ce ne devrait pas être seulement l'endroit où vous dormez. Ça devrait être votre endroit de bonheur. Et Cozy Earth rend cela possible. Le but est-il d'accentuer la pression pour qu'elle accepte un accord? Maintenant, on vise votre fils. Et vous savez, il lance des accusations, ça fait la une des journaux tous les jours. D'abord, il y a eu ce qui s'est passé avec Lisa Marie, puis Elvis, et maintenant votre fils. Le but est-il de lui mettre davantage de pression? Je suis sûre que ça pourrait l'être parce que, vous savez, je pense que c'est une chose d'engager une procédure contre elle. Elle gérait les relations d'affaires avec ses plaignants qui disent aussi avoir travaillé pour votre fils. Donc, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Je pense que c'est une tactique pour dire non seulement on vous poursuit, mais on implique aussi votre famille. Et c'est intéressant qu'ils fassent ça ici parce que, d'après ce que je vois, c'est un procès distinct. Ce n'est pas comme s'il l'avait été ajouté comme défendeur. Pourquoi l'objectif est-il de regrouper toutes ces affaires en un seul procès géant? C'est possible. Je pense que c'est un peu difficile à faire parce qu'il y a des plaintes distinctes entre elle et son fils.
Ce sont des plaintes similaires, non? Ils reprochent à Priscilla Presley, nous avons travaillé pour vous sans être payés. Mais c'est compliqué parce qu'ils disent que Navarro et son fils ont interféré dans les relations que Priscilla avait avec ses plaignants. C'est terminé. Les thèmes restent similaires, mais c'est une action distincte. Donc, je pense que ce sera difficile de les joindre plus tard. Mais je pense que tu avais raison quand tu parlais de la pression pour parvenir à un accord. Et tu sais, ce qu'on a aussi vu dans à la plainte modifiée qu'ils ont déposée contre Priscilla, c'est qu'ils ont inclus des lettres prétendument écrites par sa petite fille, Paula Priscilla, et ils impliquent vraiment beaucoup de membres de sa famille. J'ai déjà interviewé l'avocat de Cruz et Fialco dans une émission précédente. Vous pouvez regarder. Et j'ai essentiellement demandé, vous savez, où sont les preuves de tout cela concernant Lisa Marie et Elvis. Et vous savez, on en est aux premières étapes de ce litige. Il semblait suggérer qu'il y a des personnes qui viendront confirmer ces témoignages. C'était un ensemble d'accusations très sommaires contre M. Garcia. Devait-il en inclure davantage? Je n'ai toujours pas compris exactement quelle était la nature de cette relation, quels services ils ont fournis, quelle était sa compréhension. Comment savent-ils, par exemple, qu'il est intervenu dans les affaires de sa mère? Je veux dire, ils n'ont pas présenté de message texte. Ils disent selon les informations et croyances, n'est-ce pas, à mesure que le procès avance. C'est une accusation grave à porter. C'est vrai, et tu as raison, la plainte était assez brève. Il n'y avait que 3 chefs d'accusation. Ils peuvent toujours, bien sûr, la modifier et ajouter plus d'informations. C'est ce qu'ils ont fait avec la plainte contre Priscilla. Tu sais, dans une plainte, le plaignant a en quelque sorte cet avantage de ne pas forcément devoir fournir des preuves pour chaque chef d'accusation. C'est pour cela que sert le reste de la procédure. Les juges disent toujours de s'en tenir aux 4 coins de la plainte. Mais c'était vraiment très sommaire, tu as raison. Et le problème, c'est que l'une des accusations qu'ils avancent concerne l'ingérence dans des relations contractuelles. Donc, Comment peuvent-ils le prouver? L'une des choses qu'ils doivent prouver, c'est qu'il était au courant de tous ces contrats que Priscilla Presley avait. avec ceci, Les plaignants, il avait l'intention d'interférer. Et où est la preuve? Et s'agit-il seulement d'appels téléphoniques? On dit souvent que plus il y a de preuves écrites, comme des emails ou textos, mieux c'est. Peut-être en auront-ils plus tard. je veux passer en revue ses motifs d'action. Mais avant de le faire, le fait qu'il l'ait poursuivi maintenant. Pensez-vous que c'est aussi un combat dans l'opinion publique? Plus cela attire l'attention des médias, plus ils accusent maintenant son fils et Priscilla. Est-ce que c'est aussi une tactique? Encore une fois, cela revient peut-être à l'idée d'essayer de régler ça, mais est-ce que c'est aussi une tactique? Oui, ça pourrait l'être. Et c'est l'une des choses qui figurait dans la plainte modifiée. Ils avaient mentionné Elvis et insinué qu'elle avait mis tellement de pression sur Elvis que cela aurait même partiellement contribué à sa mort. J'ai été surprise d'entendre ça car c'était il y a près de 50 ans. Quel lien avec la plainte actuelle? En ajoutant ces détails sur Elvis, Lisa Marie et maintenant son fils, cela met encore plus de pression. Cela ne donne pas une image flatteuse, que les accusations soient vraies ou non, on l'ignore. Mais je pense que ça met la pression aux yeux du public. Je suis certaine que chacun voudrait corriger le récit s'il le juge inexact, ce qui est assez ironique. Nous avons appris qu'elle allait sortir un mémoire. Et dans l'extrait qui a été partagé aujourd'hui, elle a parlé du moment où Lisa Marie Presley a été admise à l'hôpital. C'est presque comme voir, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens des mémoires, mais vous savez, peut-être l'envie de corriger le récit. Je pense que ça en fait certainement partie. Et Juste pour que notre public comprenne bien, dans un procès civil, ne pourrait-il pas appeler Priscilla et Navarone comme témoins et les interroger sur tout ça? c'est exact, oui. Donc, dans un procès pénal, vous savez, même si les charges sont retenues contre vous, vous avez le droit de ne pas témoigner, mais dans un procès civil, vous ne pouvez pas vraiment éviter cela. Donc, si cela va aussi loin et que l'affaire n'est pas rejetée ou ne passe pas par un jugement sommaire, il pourrait tout à fait le faire. Je Veux passer en revue certaines des causes d'action ici dans le dossier de l'avocat de Garcia. La première s'intitule Compte commun pour biens et services rendus. Et en gros, l'allégation de Cruz et Fialco est que Garcia leur devait de l'argent pour des services qu'ils ont effectués pour lui à sa demande, notamment la négociation d'un règlement complexe lié à Lisa Marie, à la succession et la gestion des affaires commerciales de son groupe. Et ils affirment avoir fait le travail comme ils le souhaitaient, mais qu'ils n'ont pas été payés. Ils n'ont pas été rémunérés pour la juste valeur de leurs services. C'est un motif d'action intéressant. C'est vague, non? De quoi parle-t-on précisément? Oui, c'est vraiment formulé d'une manière assez intéressante. J'ai vu ça souvent à New York, mais en fait, la façon dont c'est formulé à New York, c'est essentiellement des salaires impayés. C'est-à-dire que tu as fait tout ce travail et tu n'as pas été rémunéré pour ça. Je me demande vraiment, tu sais, s'ils avaient un quelconque contrat avec son fils.
Je suppose que non, parce qu'ils auraient probablement inclus la rupture de contrat dans les actions. Jusqu'à présent. Donc c'est un contrat oral, comme un accord. Il pourrait s'agir d'un contrat oral. Cela pourrait être une sorte de relation informelle du genre «Oh, nous faisons tout ce travail pour votre mère. Vous savez, nous pouvons vous aider». Ils disent avoir résolu des différends commerciaux avec son groupe et négocié un accord avec l'État de Lisa Marie pour lui, ce qui m'a vraiment surprise. Donc, c'est formulé d'une manière un peu particulière, mais je pense que c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas de relation de travail formelle. N'est-il pas juste revenu en disant que vous travaillez pour mon... Maman? C'est Si elle a dit «Hé, occupe-toi de quelque chose pour mon fils», pourquoi est-ce que c'est moi qui dois m'en charger? D'accord, oui. Et aussi, Priscilla Presley, ils disent qu'ils avaient plus de 20 accords écrits avec elle. On ignore encore le contenu de ces accords. Il se peut, vous savez, qu'ils aient eu l'obligation d'accomplir certaines tâches pour son fils et qu'ils seraient rémunérés différemment pour cela. Ou vous savez, c'est l'une des idées que j'ai eues parce que lorsque j'ai lu la plainte, je me suis dit, oh, ils n'ont pas encore inclus la rupture de contrat. Je me demande pourquoi. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça. Ils ne l'ont pas fait. Ce qu'ils ont aussi inclus, c'est sa prétendue, comme vous l'avez dit, ingérence dans le contrat de Priscilla. Donc la deuxième plainte concerne l'ingérence intentionnelle dans des relations contractuelles. Et Cruz et Fialco, ils allèguent que Garcia a intentionnellement interféré dans leur relation contractuelle avec sa mère, Priscilla Presley, qui, selon eux, était liée par ses accords à remplir certaines obligations. Et ils affirment que Garcia était au courant de ces accords, qu'il aurait persuadé Priscilla de rompre ces accords, de couper les liens avec eux. Cela a entraîné la violation de ses obligations. Ils déclarent avoir subi un préjudice financier, car Priscilla a continué d'utiliser son nom, son image et sa ressemblance sans leur verser d'argent. Ils accusent Guis Garcia d'agir délibérément et réclament des dommages-intérêts punitifs. Nous aborderons ensuite ces dommages-intérêts. Mais d'abord, comment vont-ils suggérer cela? Comment vont-ils le prouver? Des textos, le faire témoigner au tribunal. Comment affirmer qu'il est responsable de la rupture? Et si sa raison était «je ne leur fais pas confiance», est-ce une défense? D'accord. Donc, premièrement, comment peuvent-ils le prouver? Et puis, l'une des choses qu'ils doivent prouver, c'est que, encore une fois, il était au courant de toutes ses obligations contractuelles et qu'il avait l'intention d'y interférer. C'est toujours difficile à prouver. Plus vous avez de preuves écrites, comme des messages, emails ou documents, montrant par exemple que le fils de Priscilla lui conseille de quitter ses accords, mieux c'est. C'est difficile cependant parce qu'on ne sait pas à quel point son fils est au courant, vous savez, de l'étendue des affaires de sa mère. Savait-il s'il existait des accords écrits? Je pense que ce sera un lourd fardeau. Vous savez, évidemment, le faire témoigner à ce sujet va être difficile parce qu'il va probablement dire le contraire. La communication écrite et les documents seront vraiment essentiels ici, oui. Je pense que c'est une défense possible, même s'il disait « je voulais qu'elle s'en sorte », mais il a une bonne raison. Et vous savez, je pense que cela découle aussi du procès que Priscilla a intenté, parce que tout cela a en quelque sorte commencé lorsqu'elle a intenté un procès l'année dernière contre les plaignants, disant essentiellement la même chose. Vous savez, elle a allégué qu'ils avaient commis une fraude, qu'ils l'avaient en quelque sorte contrainte à signer toutes ces transactions. Elle voulait s'en sortir, donc cela pourrait s'y ajouter. Et la troisième accusation contre lui est l'ingérence intentionnelle dans des relations économiques potentielles. Donc, ils allèguent que Garcia a intentionnellement interféré dans leurs relations économiques potentielles avec leur mère, avec sa mère, Priscilla Presley, que cela devait probablement leur profiter financièrement, qu'il était au courant de cette relation, qu'il aurait poussé sa mère à couper les liens avec eux et que cela a perturbé cette relation. Cela a nui à leurs intérêts économiques et ils disent que Garcia a encore agi délibérément et malicieusement. C'est donc très proche de la précédente accusation, non? Très similaire, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, la première partie, c'est qu'ils allèguent qu'ils n'ont pas été rémunérés pour tous ces actes qu'ils avaient inclus. Et puis, les deux dernières accusations se recoupent beaucoup, car elles abordent le thème général selon lequel il aurait prétendument interféré et intentionnellement entravé les obligations que sa mère avait. Selon eux, elle avait plus de 20 accords écrits avec eux, ainsi que plusieurs LLC créés pour elle. Ils affirment qu'il a agi volontairement, avec malveillance et mépris. Je veux dire, ils l'attaquent vraiment ici. D'accord? Parlons de ce qu'il pourrait obtenir. Il existe des dommages économiques et non économiques. Donc il y a des dommages exemplaires et punitifs. Il y a des honoraires d'avocat raisonnables conformément à la loi californienne, les frais et dépenses du procès, les intérêts avant jugement au taux légal maximal et toute autre réparation que le tribunal jugera juste et appropriée.
De quoi parlons-nous ici? Oui, il y a aussi l'aspect des dommages d'intérêt pécuniaires, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'ils disent auquel ils ont droit en termes de compensation financière. Donc, les salaires impayés, les dommages, vous savez, les dommages d'intérêt compensatoires et les dommages financiers sont accordés en quelque sorte comme moyen de dissuasion. Les personnes reconnues coupables d'actes répréhensibles sont découragées de récidiver. C'est là que les dommages-intérêts pour compenser le préjudice ou la perte alléguée interviennent, ainsi que des dommages-intérêts quasi punitifs du tribunal pour dissuader les défendeurs d'agir ainsi. Mais il existe aussi ce qu'on appelle une injonction. Donc, en gros, si le tribunal estime qu'il est approprié d'accorder une injonction, cela signifie empêcher les défendeurs de commettre à nouveau certains actes, peut-être interdire aux deux parties d'avoir des relations commerciales entre elles, leur interdire même de se parler, toute forme de réparation qui n'est pas monétaire. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, car on ne voit pas d'injonction dans ce type d'affaires. Mais vous savez, il faudra attendre et voir. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui pourrait probablement arriver après? Je pense vraiment que Priscilla Presley et son avocate se sont exprimés à ce sujet. Ah, mais C'est méprisable et juste, vous savez, car la plainte modifiée contient de graves allégations impliquant toute la famille Presley. Donc, je pense qu'elle va certainement aller de l'avant, soit avec une requête en irrecevabilité, très probablement. Et si cela n'aboutit pas, probablement une requête en jugement sommaire. Premièrement, juste et expliquer que c'est simplement une façon d'essayer de faire rejeter l'affaire. une requête en irrecevabilité permet aux défendeurs de tenter de faire rejeter l'affaire dès le début, sans déposer de réponse ni poursuivre la procédure. Plus tard, une fois que la phase de découverte a lieu, donc une fois que les parties échangent des documents, une fois que les personnes ont été entendues lors de déposition, alors les parties ont la possibilité de déposer une requête en jugement sommaire. Cela signifie que l'affaire devrait être rejetée, car toutes les preuves ont déjà été présentées. Nous n'avons donc pas besoin de procès. Il n'y a rien à décider pour un jury. Exactement. Même si vous considérez tout comme vrai, il n'y a aucune plainte ici. Exactement. Je pense qu'elle continuera ainsi pour tenter de se débarrasser de l'affaire. Mais tu sais, ce n'est sans doute pas quelque chose que la famille Presley souhaite révéler publiquement. Ils refusent les dépositions filmées et toute diffusion de preuves dans un sens ou dans l'autre, tu vois. Donc, je pense que beaucoup de personnes sous les projecteurs qui sont poursuivies veulent pouvoir régler ça sans aller au procès, évidemment pour économiser des frais et tout ça, mais aussi à cause de l'aspect médiatique. Très bien, on verra ensuite. Je sais que tu suis cela de près. Quand on a décidé de couvrir ce sujet, je ne sais plus si c'était ton idée ou celle de notre équipe, mais je suis ravi que tu sois avec nous. Ma mère adore Elvis, donc on a grandi en l'écoutant. Ah, Tout. Donc, je suis ravie d'être ici. je sais. C'est troublant de voir ces allégations et de voir ce qui se passe, mais c'est une autre grande affaire civile qui fait son chemin dans les médias. Et nous sommes très heureux d'avoir Elisabeth avec nous. Merci, tu es la préférée des fans. Tout le monde aime t'entendre. Merci beaucoup. Ravi de te voir. Voilà tout pour Sidebar. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur Instagram ou X. Je suis JC Weber. À la prochaine.